Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons tenté de donner une première définition de la notion de dialectique. Il s'agissait de la dialectique socratique. Nous avons pu voir que la dialectique chez Socrate correspondait, pour ainsi dire, à une pratique, en tout cas à une méthode, en l'occurrence une méthode d'accès au savoir et à la vérité. Je vous rappelle brièvement le fonctionnement de cette méthode. On pose une question à son interlocuteur, lui laissant deux options de réponse possibles. L'interlocuteur repère la réponse inadéquate, la réponse fausse. Il en déduit alors logiquement la véracité de l'autre réponse. Je dis logiquement car selon les règles de la logique, une chose ne peut à la fois être ce qu'elle est et son contraire. La dialectique socratique renvoyait donc à une méthode de connaissance, méthode d'accès au vrai par répulsion du faux. Ce qui nous a permis d'en déduire que si c'est la neutralisation du faux qui permet d'accéder au vrai, alors le faux devient la condition de possibilité du vrai. Et par conséquent, la contradiction devient le moteur de la pensée. La réfutation se présente comme l'opportunité de perfectionner sa connaissance. J'oubliais de dire d'ailleurs que la dialectique chez Socrate est inséparable de son concept de maïeutique, du nom de la déesse Maïa qui veillait aux accouchements. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les esprits, l'art de faire émerger la vérité. L'idée, c'est que tout homme est déjà détenteur de la vérité. Il l'a en lui, mais sans en être conscient. Le travail du philosophe devient alors de faire rendre conscient l'individu de son savoir en le lui faisant extérioriser, en le sortant de lui en quelque sorte, c'est-à-dire finalement en le lui faisant dire. Le rôle du langage et de la parole, qui sera revalorisé à partir du XIXe siècle avec la psychanalyse, était déjà très prégnant chez les Grecs de l'Antiquité. Et c'est ce qui nous faisait dire dans la dernière vidéo que le rôle du philosophe tel que le conçoit Socrate n'est pas tant de transmettre un savoir de l'extérieur que de faire émerger ce savoir de l'intérieur vers l'extérieur. En conclusion, la contradiction devient le moteur d'accès au vrai. La contradiction devient finalement une étape dans l'accès à la vérité, elle devient elle-même en quelque sorte une partie de la vérité. Mais ça, c'est chez Hegel qu'on va pouvoir vraiment le comprendre. Je disais la dernière fois que c'est à l'ère moderne que le concept de dialectique, apparu dans l'Antiquité, allait se voir réactivé, sous l'impulsion d'abord d'un philosophe allemand du nom de Hegel. Hegel qui a vécu de 1770 à 1831, donc il avait 19 ans au moment de la Révolution française, mais je vous rassure, sa parenté avec son compatriote contemporain Daniel Cohn-Bendit, jeune acteur allemand de mai 68, s'arrête là. Hegel avait l'ambition d'exposer sous la forme d'un système la totalité des savoirs et leurs articulations. Alors pour le dire de manière un peu plus simple, et je ne m'excuse pas par avance auprès des puristes et des universitaires qui jugeraient mon propos un peu trop vulgarisant, je leur rappelle que vulgus en latin c'est le commun, c'est l'homme ordinaire. Je m'adresse à toute catégorie de personnes et je m'adapte à ce public, contrairement justement à ceux qui mettent un point d'honneur à ne pas se faire comprendre de leurs auditeurs pour pouvoir se donner la sensation du réconfort d'être plus intelligent que la masse. Donc j'en finis là pour nos amis universitaires, je reprends. Hegel voulait, pour le dire simplement, décrire le processus durant lequel nous progressons dans la connaissance. Quand je dis nous, je veux dire notre esprit, notre pensée, ce que Hegel appelle la conscience. La conscience, c'est notre faculté de nous rapporter au monde qui nous entoure. On a conscience du sol au-dessous de nos pieds, du ciel au-dessus de nos têtes, etc., etc. La conscience est notre outil principal de connaissance du monde. Donc, Hegel va se placer dans la situation de la conscience elle-même, cette conscience qui est toujours en interaction avec les éléments du monde extérieur. Il va chercher à décrire sa progression, son itinéraire d'un point de vue interne, du point de vue de la conscience elle-même. Le livre majeur dans lequel il expose cela, c'est la phénoménologie de l'esprit. On pourrait presque dire que la phénoménologie de l'esprit, c'est le journal intime de la conscience,
au cours de son voyage vers le savoir absolu, comme l'appelle Hegel. Alors, qu'arrive-t-il à cette conscience? Je vais tâcher d'être clair et de me concentrer sur l'essentiel, et pour cela je vais commencer par employer une image. Imaginez-vous en train de venir au monde, non pas d'un point de vue externe, qui serait le point de vue de la sage-femme, du médecin ou d'une caméra de surveillance. Imaginez-vous en train de venir au monde d'un point de vue interne, votre propre point de vue, et la perception qui serait la vôtre. Vous voyez des choses autour de vous, des corps s'agiter, des mouvements, des couleurs, des sons, mais vous n'avez alors aucune idée du lien qui vous unit à ce monde depuis quelques minutes. Vous y êtes plongé, vous êtes dedans. Et du coup, vous ne pouvez même pas concevoir que ce monde qui se présente à vous, c'est votre conscience qui le perçoit. Autrement dit, pour employer une formule de philosophe, vous n'avez pas encore conscience d'avoir une conscience, d'être une conscience, devrais-je dire. Ce monde dans lequel vous venez d'arriver, vous le percevez à partir de votre point de vue, à partir de votre situation particulière. En ce sens, on peut dire qu'au départ, la conscience ne se dissocie pas du monde qui l'entoure. Elle ne se différencie pas des objets extérieurs. Elle ne se vit pas comme séparée du monde, comme un point de vue particulier, donc subjectif sur ce monde. Et c'est à ce moment-là que va se produire le premier mouvement de la conscience, le premier basculement. C'est lorsque je vais me rendre compte du fait que ce monde dans lequel je suis plongé, j'y suis en même temps extérieur. Je le perçois de mon point de vue, un point de vue subjectif. Autrement dit, j'ai la capacité d'avoir conscience d'un monde auquel je ne me réduis pas. Je peux m'en dissocier en disant par exemple, il y a moi et il y a le monde. Et en faisant cela, en disant moi, en pensant le pronom je deviens conscient de moi-même et de ma différence avec le monde extérieur. Je deviens ce que Hegel appelle conscience de soi. Mais alors, nous qui sommes maintenant un peu plus familiers de la notion de dialectique depuis notre incursion dans la pensée de Socrate, nous apercevons une chose, c'est que pour devenir consciente d'elle-même, pour pouvoir se différencier, pour pouvoir se mettre en retrait par rapport au reste du monde, il a d'abord fallu que la conscience ne se vive pas comme telle. Il a fallu qu'elle commence par être dans l'illusion de son inexistence comme point de vue, comme conscience individuelle. Autrement dit, la conscience a été enrichie de son erreur. Il a d'abord fallu que la conscience ne s'éprouve pas comme conscience pour pouvoir s'apercevoir qu'elle avait tort et qu'elle était en fait une conscience. Ce que je vous explique peut paraître abstrait, mais en réalité c'est très concret. Prenons un exemple. Imaginons que vous rencontriez quelqu'un qui exerce sur vous un véritable pouvoir de fascination. Vous serez alors totalement absorbé par lui ou par elle, par son allure, par ses paroles ou son charisme. Et si quelqu'un venait à vous faire part d'un jugement différent du vôtre sur cette même personne, quelqu'un qui n'aura pas éprouvé cette même fascination, vous allez alors finir par vous rendre compte que votre perception n'est précisément qu'une perception, c'est-à-dire votre point de vue, votre impression. C'est ce qui débouche chez Hegel sur la conscience de soi, la conscience de la relativité de sa perception, du caractère personnel et particulier de la connaissance. Hegel le nomme le royaume natal de la vérité. Elle est le moment où la conscience sort de l'ignorance de sa propre condition. Elle prend alors conscience que sans elle, l'objet n'existerait pas. Il faut obligatoirement une conscience pour qu'un objet vienne à une conscience, existe à une conscience. Sans conscience, pas de conscience du monde, donc pas de monde à proprement parler. La conscience découvre ainsi son extraordinaire pouvoir, celui de faire exister le monde, et par suite, de le rendre maîtrisable. En résumé, il y a donc un double mouvement de la conscience dans son itinéraire. Un mouvement vers l'objet extérieur, la conscience du monde, et un retour vers soi-même comme condition d'existence de ce monde, la conscience de soi. On est donc avec Hegel dans un schéma de connaissance du monde et de compréhension de soi construit sur la contradiction, sur l'opposition. Au départ, je suis moi-même le monde, puis le monde se distingue de moi, puis je me distingue de moi à moi. Dans tous les cas, il faut que la conscience fasse l'expérience de ce que Hegel appelle
une négation. Je nie ma séparation avec le monde, puis je nie mon intégration dans le monde, avant de nier l'indépendance du monde par rapport à ma conscience. C'est un peu complexe, je le reconnais, mais l'étude du système de pensée hegelien a cette particularité de produire ses meilleurs résultats sur le long terme, par vérification empirique de ses conclusions. En clair, il faut du temps pour entrer dans cette pensée, mais une fois que c'est fait, tout vous apparaîtra sous un jour philosophique assez nouveau. Je ferme la parenthèse. La conscience poursuit son itinéraire. Elle est maintenant conscience de soi, plus forte, plus riche qu'au début de sa course, lorsqu'elle n'était que conscience pauvre et spontanée. Et désormais qu'elle a conscience de ce rôle dans le monde, de son pouvoir de production du monde, elle va vouloir se mesurer à d'autres consciences afin de tester et de mettre à l'épreuve sa puissance. Elle va ainsi chercher la reconnaissance de son être par une autre conscience, au prix d'un combat à mort. C'est ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave, un rapport de rivalité, de lutte pour la reconnaissance entre deux consciences, pour la reconnaissance pleine et entière de la conscience de soi, car on ne peut être vraiment soi qu'au terme d'une lutte à mort avec l'autre, avec ce qui n'est pas soi. Or évidemment, les deux prétendent à la supériorité, à la suprématie. Pour Hegel, c'est une loi humaine, la loi du désir de reconnaissance qui passe inévitablement par l'autre. C'est cela la dialectique, le fait que toute chose, pour parvenir à elle-même, doit faire un crochet par l'autre, qu'elle doit passer par son contraire, par ce qui n'est pas elle, pour s'assurer de son existence et de son être. L'autre, c'est celui qui est capable de me reconnaître. L'autre, c'est celui qui peut témoigner de mon être, ne serait-ce que parce que je me tiens en face de lui. La lutte pour la reconnaissance sera donc la lutte entre deux consciences visant l'affirmation de l'une sur l'autre. Dans cette lutte, la conscience qui aura peur d'y laisser sa peau se soumettra à l'autre. Cet autre qui aura préféré mourir libre que vivre esclave, nous sommes dans un registre tragico-patriotique, vous l'aurez remarqué, la conscience esclave qui aura eu peur de la mort va donc se soumettre à la conscience victorieuse, l'esclave se soumet au maître. Mais voilà, là encore, un paradoxe émerge. Au terme de cette lutte à mort entre les deux consciences pour la reconnaissance, les deux consciences demeurent encore codépendantes. Que serait l'esclave sans le maître ? Il ne serait plus esclave. D'ailleurs, c'est ce que l'esclave va apprendre au maître. C'est lui qui a accompli le travail qui permet au maître de vivre. Sans le travail de l'esclave, le maître cesse d'être le maître. Le travail rend libre, nous dit Hegel. Que serait le maître sans l'esclave ? Il ne serait plus le maître de rien, ni de personne. Il n'est le maître que grâce à l'esclave. Il n'est rien sans lui. Il n'est que par lui. C'est le moment où, selon Hegel, la conscience atteint le stade de la liberté. Je vais maintenant m'attacher pour finir à donner quelques éléments de compréhension de cette sorte de fable de la conscience, si tant est que l'on puisse en dégager une morale. Ce que veut dire Hegel, c'est que dans chaque relation d'opposition entre deux pôles contradictoires, chacun de ces pôles se définit d'abord dans sa relation avec l'autre. Chacun construit son identité en fonction de l'identité adverse ou autre. Haïr quelqu'un, c'est se définir en référence à lui. Combattre quelque chose, c'est se positionner par rapport à elle. Dans tous les cas, on reste dans un rapport de dépendance, donc de soumission. La dialectique a donc précisément pour fonction de décrire le mécanisme par lequel chaque identité, chaque conscience, ne peut se construire et se définir que dans son rapport conflictuel au monde et aux autres. La dialectique, c'est le mouvement par lequel chaque chose ou chaque idée rencontre inévitablement sur sa route personnelle des ressorts ennemis qui la projettent sur un chemin inconnu qui pourtant est le sien. Alors, on est bien obligé d'admettre que le concept de dialectique tel qu'il fonctionne chez Hegel n'est pas définissable en quelques lignes, et qu'il implique un travail de rumination et, comme je disais précédemment, de vérification empirique. Vérification empirique, c'est-à-dire dans notre pratique courante, dans nos événements du quotidien. On ne se construit authentiquement que dans sa relation à une altérité, à une opposition, à un pôle adverse. La pensée, c'est le mouvement par lequel on intègre l'opposition à soi. Plus concrètement, par lequel on intègre la pensée de l'autre à la sienne. Toute pensée est dialectique, car toute pensée ne se définit qu'en relation à d'autres pensées qui ne sont pas elles. L'identité inclut donc l'altérité. Si une idée contredit la mienne, si je fais l'expérience de la lutte à mort de mon idée face à un argument,
mon idée sortira grandie de cette épreuve, puisque j'aurai dépassé la contradiction tout en l'intégrant, tout en la conservant. Je porterai pour ainsi dire la marque de la contradiction qui m'aura conduit à progresser sur l'itinéraire de la conscience. Je conserve la trace de l'autre dans mon identité. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie de cet exposé, dans laquelle on essaiera de voir en quoi le concept de dialectique, tel qu'il fonctionne chez Hegel, a pu être réemployé par Marx dans son analyse de la société capitaliste et des rapports de production. Ce sera également l'occasion d'envisager, si certains le souhaitent, une synthèse globale qui permettra de déterminer un peu mieux les possibilités qu'offre ce concept de dialectique pour penser la société contemporaine et les rapports de domination actuellement à l'œuvre. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.